Et nous voilà dans le chapitre 12. Je ne sais pas encore comment va s'articuler ce chapitre, parce que j'improvise. Je prends le micro, je l'allume, et on y va. C'est ce que je fais depuis le début de ce podcast, et en tout cas, il y aura beaucoup plus de structure à l'avenir, ou beaucoup plus de pistes, parce que j'ai envie de vous apporter des choses, j'ai envie de vous transmettre des choses, j'ai envie d'être celle qui a transcendé ce que vous êtes en train de vivre, qui vous donne les clés et qui vous accompagne. Pour certaines, je sais que je suis déjà mentor, et c'est exactement ça le mentor, et la leader que j'ai envie de devenir. C'est vous montrer que qu'importe les cartes qui nous ont été distribuées, qu'importe le jeu qu'on a joué jusque-là, qu'importe l'histoire qu'on s'est racontée, il n'est jamais trop tard pour gagner la partie. Réécrire l'histoire et surtout écrire son histoire. Fin février 2018, je rentre en France. Quelque chose me souffle, me dit. Mon ego spirituel, mon ego, je ne sais pas. Si vous voulez analyser ce truc-là, analysez-le. Moi, j'en ai aucune idée. Mais quelque chose me dit de retourner à Barcelone. Ou en tout cas de reprendre contact avec Georges, puisqu'il était toujours en train de rôder. Toujours dans je te prends, je te jette, je te donne espoir, je te montre. J'ai plus besoin de toi, mais en fait, tu sais, voilà. J'aime bien parler aussi avec des rythmes de voix ou des gestes, puisque vous savez que le mouvement est quand même mon outil principal. La danse avec un grand D, mais le mouvement dans son corps. Et des fois, il n'y a pas besoin d'explication, juste des onomatopées ou des mouvements, des gestes traduisent exactement les choses. Donc il y a ce truc un peu dissonant et on décide de se retrouver. Georges a bien changé sur quelques points. La machine est lancée pour lui, je vois que ça roule très bien. Mais je pense qu'il y avait aussi un côté, putain, il s'en sort sans moi. Ou, voilà, si je suis très honnête avec vous, c'est ça aussi. L'humilité, se regarder en face, c'est aussi oser dire, quand on a été victime, j'ai eu une part de responsabilité. Et qu'est-ce qui a fait, quelle faille chez moi, vous voyez ce que je veux dire, quelle faille chez moi a fait que je suis arrivée en position de victime. Et donc voilà, j'arrive chez Georges et je ne sais pas comment vous dire que la machine repart. Mais en tout cas, il est très fort aussi et la machine repart. Et là, il me dit, mais j'ai une vision pour toi. Puisque il me dit, en fait, j'ai changé, tu vois bien. Et puis, je voyais cette dynamique où il a changé. Il est plus dépendant de moi, en tout cas plus de mon énergie, il est plus en mode vampire, mais il a son propre truc à lui. Et là, j'exprime quand même le truc de dire, mais moi, je peux pas rester là sans rien faire et attendre que ça me tombe dessus, bien évidemment. Il me dit, mais non, mais si tu veux, moi, j'ai une super idée. Pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube à toi où tu donnes des cours de danse, mais sur YouTube. Et nous voilà partis. Nous voilà partis dans cette aventure où j'ouvre ma chaîne YouTube. Super Milo est née. La chaîne YouTube Super Milo est donc née en mai 2018, je crois, le temps que tout ça se fasse. Et le concept phare, c'est apprendre un pas en moins de 5 minutes. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent de là. Et à l'époque, bien évidemment, je n'ai pas démarré avec 241 000 abonnés. Et le concept était génial. La première vidéo YouTube a été un peu catastrophique puisque j'ai presque cassé une guitare. Tellement j'étais stressée, j'ai glissé, la guitare est tombée. Enfin bref, j'étais très stressée. Et quand on regarde ma première vidéo YouTube, ça n'est pas du tout la Milo que vous avez aujourd'hui en face de vous. Bonjour à tous, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. Après, on a été sur du bonjour à tous, on a été dans toutes les phases de recherche, et parce que c'était pas naturel, parce que je savais pas le faire, et puis j'avais jamais appris, tout simplement. Mais ça a été une aventure super géniale. Avec Georges, ça allait beaucoup mieux. On avait appris vraiment à parler, à se reconnecter. C'était reparti dans une lune de miel, faut pas se leurrer. Évidemment, je ne suis pas retournée à LA. J'ai dit à Hector et à AJ que Georges avait changé, que notre relation était géniale, et c'était le cas. Vous imaginez bien que cette bête qui rôde, elle n'est jamais bien loin. Et une fois que votre pied est pris dans le piège à ours, la bête peut enfin se montrer. Voilà, on y est. On y est, et je sais encore pas vraiment ce que je peux dire, ce que je veux dire. Depuis le début de ce podcast, avec tous ces chapitres,
Il y a une narration, il y a un storytelling. Et là, je vous avoue que c'est compliqué d'avoir un storytelling précis parce que déjà, on partirait sur au moins 120 épisodes parce qu'il y en a eu des épisodes. Et parce que des fois, la timeline où les choses sont un peu floues, décousues. Et surtout que je sais pas exactement à quel moment je serais plus à l'aise de dire quoi. Et je demanderais à toutes les personnes sensibles, toutes les personnes qui ne sont pas en capacité d'entendre des choses dures, d'entendre des choses violentes, faites-moi confiance. Quittez cet épisode et reprenez plus tard. En tout cas, s'il y a bien un épisode dans lequel j'ai envie de parler, ce sera celui-là. Bien qu'il n'ait pas commencé comme ça. Le premier vrai épisode de violence dont je me souviens, en fait, mes parents ont acheté un voilier, un petit voilier, avec lequel, pendant leurs vacances, pendant leur week-end, ils partent sur la Méditerranée et surtout, ils font le tour de la Costa Brava, tout ce qui est Barcelone, Majorque, Minorque, tout ça. Et cette année, ils sont venus à Barcelone et ça tombait bien parce que j'y étais. Donc, ils avaient leur bateau à quai. Et il y a une soirée où Georges n'a pas voulu venir parce que Georges avait des fois des envies très spéciales ou très capricieux. Mais en même temps, ces gens-là, on les respecte aussi parce qu'ils savent dire non. Ils savent, voilà. Et lui, il avait envie de faire son truc dans sa soirée. Il n'avait pas envie de venir. Il n'avait pas envie de faire d'efforts. Parce que ces gens-là, en fait, ont aussi une dissonance au niveau de l'aspect social et de la sociabilisation. Il y a quelque chose de l'ordre de la dyspraxie, pour ceux qui connaissent le terme. On ne sait pas trop comment réagir avec les autres et interagir, ce qui est acceptable, pas acceptable. Il y a quelque chose d'un peu de décousu. Et donc je vais faire passer ma soirée avec mes parents, avec leurs amis aussi. On rit, mais c'est pas possible comme on rit. Mon beau-père qui est l'inverse des tempéraments des femmes de ma famille, c'est-à-dire nous très directrices, très contrôlantes, très papa. Ma mère est très papa, très solaire, besoin de contrôler quoi. Une maman, tu vois, une maman qui sait ça on le fait comme ça on le range comme ci, talala. Et mon beau-père, c'est une patte. On en reparlera quand on parlera de beaux-parents, et on rit. Lui, il serait pop, 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 pop. Ils me remettent dans le taxi pour rentrer chez moi et je rentre à l'appart avec cette joie et tout ça. Sauf que Georges avait une culpabilité de ne pas être venu, ou en tout cas était pas content que moi j'étais dans cette joie et que j'avais pu peut-être m'amuser sans lui. Je ne sais pas, on va peut-être pas trouver d'excuses. La dispute s'enclenche et c'est la première fois que je me prends une gifle énorme. Une gifle où je vois les étoiles. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Que se passe-t-il? Je m'enferme dans les toilettes. Je pleure, je hurle. Et je lui dis de partir, que j'ai peur. Donc je lui dis que c'est fini, que je veux plus le voir et tout. Et puis, pendant toute la nuit, il essaie d'interagir avec moi. Il m'empêche de dormir, partout où je vais, il va. Donc il y a vraiment ce truc, tout au long de notre relation, il y avait ça. En fait, c'était que je pouvais pas aller dans une pièce sans qu'il soit là, sans qu'il m'attrape, sans que, surtout dans les disputes, il y a vraiment ce truc où j'étouffais, j'avais plus aucune liberté, j'avais plus aucune... mon espace, mon oxygène était bouffé, ma vitalité était grappillée. Et là, je me dis, non, mais il faut que je sorte de là. Bref, je fais mes affaires, je pars, je remets toutes mes affaires sur le bateau de mes parents. Mes parents me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis au final, il y a quelque chose qui fait que ça y est, c'était enclenché, la relation toxique était enclenchée. Il vient me rejoindre, il s'excuse, il pleure auprès de mes parents. Il me dit, je suis désolée, ça n'arrivera plus, forcément. Je lui pardonne. Je retourne, j'avais pris toutes mes affaires sur le bateau à 6h du matin. On reprend toutes mes affaires à midi, boum, on repart. Sauf que c'était la première d'une longue série. Je vais pas vous raconter les épisodes un par un. Je vais juste mettre mes couilles sur la table, mes ovaires sur la table, mes boobs pour les plus féministes d'entre vous. Et je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'étais humiliée, rouée de coups, mais pas seulement tous les jours. Parce que pour moi, être femme battue, c'était un mari qui est alcoolique et qui, d'un coup, prend la ceinture et tape sa femme tous les soirs ou au moindre truc. Genre, j'avais une grande appétence sexuelle. Et dès qu'il était frustré sexuellement, c'était horrible à tel point que je devais obéir à ses moindres de ses désirs tout de suite.
Et quand je vous dis ces désirs, c'était des désirs tellement malsains. Des déviances qui me faisaient même peur et auxquelles je ne voulais pas répondre. Et je sais pas si vous avez suivi les épisodes, mais dans le chapitre 9, je pense, dans le chapitre 9, je vous parlais d'une chose qui m'avait vraiment interpellée et qui m'avait choquée. C'est qu'en fait, pour la première fois, Georges voulait que je regarde absolument des vidéos porno et des vidéos de femmes avec des hommes et de points à plusieurs, etc. Et en fait, moi, j'étais pas préparée à ça. C'était pour moi d'une violence. Moi, j'ai une grande ouverture d'esprit et je respecte, attention, tous les gens qui font ça en consentement, consenti. Bon, et j'ai pris ça d'une violence extrême puisque j'avais pas connaissance de ça. Et j'étais forcée déjà dans un premier temps à regarder ces vidéos-là. Et j'étais forcée à assouvir ces fantasmes-là. Pendant 4 ans, j'ai été amenée à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes qui avaient le visage bandé, qui ne savaient pas qui j'étais, qui pensaient que c'était un jeu dans notre couple. Sauf que si je ne répondais pas à tout ça, en fait, Georges me menaçait de se suicider. On habitait au 6e étage d'un énorme building avec une hauteur sous plafond de plusieurs mètres. Donc 6e étage, c'est pas un 6e étage conventionnel, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Et une fois, comme Georges se sent très frustré, il s'est mis les 2 pieds à la fenêtre. Et ça a duré, je ne saurais pas vous dire, mais par exemple de 3h du matin à 10h du matin. Ou dès que je faisais un faux mouvement pour aller chercher mon téléphone pour appeler du secours, il menaçait de sauter. Ça peut paraître vraiment farfelu, hein, ça peut paraître complètement fou de dire mais c'est énorme, et comment quelqu'un peut rester autant de temps au bord d'une fenêtre? Ça se passe pas vraiment comme ça. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je sais pas ce qui se passe, je tourne la tête et je ne le vois plus. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, et je m'approche fébrilement de la fenêtre en me disant tu vas le retrouver éclaté au sol. Je pensais au choc psychologique que j'allais avoir, mais je pensais aussi au choc psychologique qu'allaient avoir tous ces gens qui allaient tomber sur ce bout de chair éclaté au sol. Et j'avance fébrilement jusqu'à ce que j'entende la chasse d'eau se tirer. Je me tourne, en fait, il est allé aux toilettes. Mais je peux pas vous dire comment ça s'est passé, je vous jure, je peux pas vous le dire. Et ces demandes n'étaient pas qu'avec des hommes. Bien évidemment, il y a eu avec des femmes, surtout Géraldine, son ex, et elle qui était sous une emprise totale. Hein, je peux pas l'incriminer parce que moi aussi j'étais sous une emprise totale, à tel point qu'à un moment donné tu ne sais plus. J'ai fait mon deuil de tout ça, attention, et surtout que je devais faire semblant que j'aimais ça, parce que sinon j'avais droit à des menaces, des coups, des menaces de suicide de lui, enfin de lui suicide forcément, mais des menaces, des nuits à ne pas dormir, des nuits à me bouffer le cerveau, des nuits à me dire que je suis pas comme si je passais comme ça et que voilà. Donc il fallait vraiment que ce soit convaincant, parce que comme je vous dis, il y a de la honte. Mais aujourd'hui, la honte, elle doit changer de camp. J'ai fait mon deuil, hein. C'est sûr que c'est difficile de parler de ces choses-là et ça sera toujours difficile. Mais aujourd'hui, je lève la tête et j'ai plus peur. Il y a même des soirs où il était très demandeur, pas que dans des choses à plusieurs, mais même tout seul. Hein. Je vous passe tous les détails, mais il y avait des fantasmes, il fallait être dans du trash talk. Quand on avait des relations, il fallait que l'histoire soit très plausible et que j'y croie et que j'y mette du cœur, et qu'il fallait vraiment qu'il soit ça transparent pour lui, pour qu'il croie que c'était mon fantasme à moi. Dès qu'il me sentait fébrile ou quoi, paf, je devais recommencer du début. Pendant l'acte, hein, des fois ça durait plusieurs heures. Des fois où j'avais pas envie, en fait, Géraldine venait chez moi. Ils avaient des relations tous les deux, quoi. Et moi, j'étais dans le salon. Et le pire, c'est que j'étais soulagée. Ils font leur truc, et puis moi, je peux être dans le salon en train de regarder ma série ou en train de colorier. Je me sentais tellement nulle. Je pensais que j'étais qu'une merde. Ce qui m'a aidée, c'est cette petite flamme, cette petite étincelle. Je sais pas comment vous dire, mais quand on parle de viol, on pense à... Enfin, moi, personnellement, je pensais à... dans la pénombre d'une nuit, une femme qui marche toute seule et se fait tirer par les cheveux. Enfin, et je pensais pas du tout au viol conjugal. Je n'en avais aucune idée, je ne pensais pas. Pour moi, c'était normal, c'était mon devoir. Et ce qu'il disait, c'était que c'était mon devoir de femme envers lui. À tel point que des fois, il me disait s'il te plaît. Je dis bon, ben vas-y, fais ce que tu as à faire. Et puis, mais sur le moment, y a pas tous les. J'étais pas. J'allais pas dire si malheureuse, c'est pas ça. Mais comme j'étais en mode survie, sur le coup, j'étais pas consciente de la gravité des choses. Je tenais les choses à bout de bras parce que je me disais je n'ai que ça.
Je pouvais pas travailler, moi c'est pas trop l'occasion. Bien sûr qu'on a toujours le choix dans la vie, mais vous imaginez bien que dans l'état psychologique faible dans lequel j'étais, c'était compliqué. Un qui-vive constant sur un jour ça va, un jour ça va pas, un jour il est en colère, un jour... Donc forcément, j'avais aucune énergie. Et tout l'argent que je gagnais sur YouTube allait sur son compte en banque. Alors oui, des fois, il me faisait des virements pour que je puisse faire des courses, pour que j'étais quand même indépendante. Et il y a quand même eu des périodes entières, des mois entiers, où il n'y avait plus tout ça. Notamment le jour où on a émis l'hypothèse qu'il soit sur une maladie du spectre qui est la bipolarité. On est parti au ski et arrivé là-bas, il était euphorique de voir la neige. Mais c'est même pas euphorique, c'était hystérique. Et le soir à table avec tout le monde, je reçois un message d'un ami youtubeur qui m'a vu faire des cookies ou je sais pas quoi, m'a vu faire un truc. Parce que oui, j'avais toujours ma chaîne YouTube, je faisais plein de trucs sur YouTube, donc ça me gardait en... Si vous voulez, j'avais un masque de ça va bien qui m'aidait en fait à me dire mais ce n'est pas que noir. Là, je le raconte le bloc noir d'un coup, donc c'est sûr que vous prenez une vague de dans la tête et que dit comme ça, c'est sûr que ça aurait l'air d'une vie horrible qui était maquillée avec des choses qui allaient bien. Et donc je reçois ce message et là je vois le visage de Georges se déformer qui lit par-dessus mon épaule et qui me dit dans l'oreille on va aller parler toi et moi. Et donc je me lève dans un premier temps et déjà devant tout le monde il me met un coup de pied dans le mollet. Personne, les gens du restaurant ne disent rien, il y a des gens qui me regardent comme ça et tout ça. Et là je me prends t'es qu'une grosse pute, qui c'est ce mec, bref, je vous passe les détails. Tu retournes à table et tu leur dis que t'es fatiguée et tu vas te coucher. Je suis à table et je sais pas comment dire ça aux gens parce que les filles qui étaient là, ah demain c'est trop cool, on va skier, tout ça. Là j'écoute, écoutez, je me sens pas très bien, je vais rentrer dans ma chambre et je m'en vais dans le bruit sourd de la nuit enneigée pour gagner l'hôtel. Et au bout d'une minute, j'entends les pas de Georges derrière moi. Et là je me dis putain, ok. Il m'attrape à la gorge. Moi, je vous passe les détails de tout ça. J'appelle une amie en pleurs qui est témoin de la scène, mais qui est impuissante, vraiment. Et après, je dis, écoute, je m'en vais, je peux plus là, je m'en vais. Donc, je vais à la réception, je commande une navette pour le lendemain pour m'amener à la gare. Et lui fait des allers-retours entre la réception et la chambre pour vous connaissez le sketch, vous avez compris. Bref, la navette arrive à 6h du matin, je pars, j'arrive devant le train. Et là, je reçois des messages de Georges. Georges qui me dit qu'il a pris la voiture et qu'il est parti dans les hauts des montagnes et qu'il s'est jeté. Il s'est jeté, qu'il regrette, qu'il pleure et que dit à ma famille que je les aime. Il y a une lettre pour toi dans un coffre-fort. C'était tout le temps ça. Il y a une lettre pour toi dans un coffre-fort. Mais à la fois, c'était tellement bien fait que quand t'es dedans, tu y crois. Et surtout, t'as peur. T'as peur pour la personne. J'avais plus peur pour lui que moi. J'avais peur de le perdre, mais surtout j'avais peur qu'il se coupe la vie et d'en être responsable aussi, d'avoir une grande culpabilité. Surtout que dans ses proches, il y a quelqu'un qui est passé à l'acte et qu'on sait que c'est possible, du coup. Et donc Georges me dit qu'il a sauté, qu'il voit justement ce proche décédé, qui lui parle. Et là, j'appelle ma mère et ma mère me dit rentre dans ce train. Tout le long du trajet pour rentrer à l'appartement, je reçois des messages. Moi, affolée, paniquée, j'appelle les gens qui étaient avec nous au ski et je leur dis mais appelez les urgences, envoyez un hélicoptère. Et là, on me répond non, mais on a l'habitude, t'inquiète pas, hein, il le fera pas. Et moi, je suis paniquée, mais personne ne veut m'écouter, personne ne me croit. Comment J'arrive après métro, train, bus, j'arrive à l'appartement, je mets les clés. J'ouvre la porte et je retrouve Georges, accoudé à la fenêtre. J'ai cru vivre un film. De toute façon, ma vie était un film. Et là, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ma mère arrivait, parce que ma mère a dit j'arrive dans 4 heures, je suis là. Mais attention, ma mère ne savait pas toutes ces violences, tout ça. Elle savait juste là ce qui s'était passé, mais je préservais tout le monde de ça parce que j'avais honte déjà. Le plus gros point, c'est que j'avais honte. Je me disais, mais ça va changer, c'est sûr, ça va changer. Donc je veux pas qu'ils aient cette image-là de lui parce que ça va changer, je le sais. Et quand ça va changer, je veux pas qu'il y ait un... Bref, vous avez compris dans quel état psychologique j'étais. Et là, quand ma mère est arrivée, ma mère lui a dit, écoute, Georges, je pense que tu as un problème psychologique, psychiatrique. Il faut qu'on fasse les examens et on va s'occuper de toi. T'es pas tout seul. Et en fait,
Il s'est trouvé dans une position où il pensait que ma mère allait le laminer. Là, il avait une posture un peu de chien battu, qui avait peur, même peur de moi. Je pouvais même pas l'approcher. J'avais essayé de lui faire un thé, de m'occuper de lui, parce que du coup, bah oui, vous vous retrouvez dans un état psychologique où d'un coup, vous êtes victime, bourreau, sauveur, enfin, triangle de Cartman, dont on parlera bien après dans ce podcast. Et donc, on a commencé à partir de ce moment-là à faire des examens et en tout cas des recherches sur l'état psychologique. Psychotique, tiens, c'est un lapsus. Psychologique de Georges. Évidemment, la piste qui est arrivée, c'était la bipolarité et je n'ai pas voulu intervenir. J'avais pas envie qu'on croie que c'était moi qui voulais qu'il prenne des médicaments ou quoi que ce soit. Donc on lui a prescrit, en tout cas notre médecin lui a prescrit des stabilisateurs d'humeur. Et ça, ce sont des traitements qui fonctionnent sur n'importe quel humain de cette planète. Ça régule les humeurs, point barre. Effectivement, selon le dosage, après il faut trouver le bon dosage, c'est assez long. J'ai une amie qui est, je vous en parlerai de cette amie, parce qu'elle a un rapport avec cette histoire, qui est bipolaire et qui sait combien c'est long, combien c'est un combat de tous les jours pour pouvoir trouver le bon dosage, le bon traitement et pouvoir vivre une vie saine et équilibrée. Donc on était parti là-dedans, mais du coup je n'intervenais pas ni dans les rendez-vous psychiatres. Et d'un coup là, tout s'est éclairé. C'est comme si on avait trouvé la solution et que la vie ne serait plus jamais la même. Et c'est ce qui est arrivé pendant quelques mois, la vie n'était plus la même. Georges est retourné au travail, lui qui n'allait plus au travail. On a retrouvé un équilibre de couple normal. On regardait l'amouré dans le pré avec une quiche au poireau. Le lundi, c'était notre rituel. On faisait nos courses tel jour. On avait un équilibre pendant quelques mois, un équilibre assez parfait. Jusqu'à ce que petit à petit, cet équilibre se brise morceau par morceau. Je n'ai pas vu venir. Je ne saurais même pas vous dire comment c'est arrivé. Ce que je peux vous dire, c'est que on a rencontré une bande de potes avec qui ça a matché tout de suite. Une bande de potes avec qui on vivait des soirées extraordinaires. Donc c'était génial parce qu'on n'était plus que tous les deux. Cette histoire de bulle, tu vois, de trucs de dépendance de l'un et de l'autre, on n'était plus que tous les deux. On avait des amis qu'on voyait très très souvent. On faisait beaucoup la fête, énormément la fête. Et donc je vais clore ce chapitre avec tout ce qu'il a contenu, toutes ces violences, toutes ces choses, jetées un peu comme ça. Et c'est la première fois que j'en parle publiquement. C'est la première fois que je lève ma voix. Je sais que c'est pas la dernière, mais c'est juste que c'est un peu décousu. C'est un peu tremblotant, c'est un peu challengeant, pas difficile parce que je n'en ai plus honte. J'en suis pas. C'est pas une fierté, mais il y a quelque chose en moi qui me dit t'es une putain de meuf. Et si je vous raconte tout ça, j'ai besoin de parler pour prévenir. J'ai besoin de parler pour guérir. J'ai besoin de parler pour qu'on comprenne mon pourquoi, ou en tout cas que vous sachiez d'où je viens. Qu'il n'y a pas que ce sourire et cette vitrine solaire. Surtout pour prévenir, je pense, parce que une fois j'ai posté une vidéo sur Instagram qui parlait d'une conversation avec ma gynéco et d'autres victimes sont venues me parler alors que je n'en avais même pas conscience de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler pour réparer et pour oser porter cette voix. On se retrouve dans le prochain chapitre. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour que ce soit le jour